Bonjour tout le monde, comment ça va par chez vous? Vous avez choisi le sujet de l'histoire de l'informatique, et merci d'avoir... Bon alors vous n'êtes que 6 effectivement à avoir voté, mais c'est vraiment de... Je sais pas. J'allais dire c'est vraiment de ma faute, mais en même temps je suis pas sûr. Ben bref, peut-être une étourderie, parce que depuis plusieurs semaines, vraiment des étourderies. Peut-être en fait j'ai tout fait comme il faut, et j'ai juste oublié de faire clic. Puis j'ai refermé la fenêtre, et puis je suis parti faire autre chose. C'est parfaitement possible avec les soucis que je traverse de santé en ce moment. Et cette phrase n'est pas montée dans le bon ordre parce que je suis un fan de Lego. À vous de jouer. L'histoire de l'informatique. C'est pas mal comme truc. Je sais pas trop par quel bout le prendre. Je vais essayer de faire synthétique, mais ça va être compliqué parce que ça commence à être un gros morceau. Et il y a quand même pas mal de choses à dire si on veut être complet. Ou alors je vais balayer ça et puis du coup vous aurez rien à la fin. Donc tout en restant synthétique, on va essayer de faire le truc qui va bien. Et je vais vous incruster des images, soit par là, soit par là. Mais je le ferai au montage. Du coup, au fur et à mesure que je parle, je sais pas à quel moment précis au montage je vais choisir de mettre l'image, qui normalement illustre. Et j'ai pas des images pour illustrer tous les propos, parce qu'il y en a, j'ai pas jugé utile d'avoir une illustration dessus. On attaque. Je vais faire 4 grands chapitres, et puis après on va faire des anecdotes, des trucs un peu marrants. On va commencer par parler des prémices de l'informatique, les calculs mécaniques. Et on va parler du tout premier, en fait, qui vient à l'origine. Pour ça, je vais dire, il faut être complet. L'ABAC et les outils de calcul, le genre 2400 ans avant Jean-Christophe. Eh oui, l'informatique, en fait, ça prend sa source, sa vraie source, là, à cet endroit-là. Alors bon, je vous passe sur les abacs, on n'a peut-être pas besoin d'approfondir, hein, c'était utilisé par les Babyloniens, les Égyptiens, les Grecs, les Romains, c'est fait avec des rainures, avec des tiges. Bon, voilà, là, normal, j'ai une image là. On va faire un bond dans le temps, puisque là, je vous dis, on est 2400 avant Jean-Christophe, mais jusqu'au début de notre ère. Et là, on fait un bond, puisqu'on arrive avec la Pascaline de Blaise Pascal, en 1642. Hein, Blaise Pascal, qui a vécu de 1623 à 1662, qui est connu pour être mathématicien, physicien et philosophe français. Euh, En termes d'image, je vous mets la Pascaline elle-même, puis je vous mets aussi le gars, Blaise Pascal. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. C'est presque abusivement considéré comme le tout premier ordinateur. C'est abusé quand même, c'est abusé. C'est une grosse c'est l'ancêtre de la calculatrice en fait. Euh, Nous avons ensuite, mais pas longtemps plus tard, puisque en 1673, un certain Leibniz qui fait aussi sa machine. Et lui, lui, qu'est-ce qu'il fait comme truc de plus? Parce que la Pascaline, bon, c'était des histoires de roues dentées, hein, soyons clairs là-dessus. Lui, par contre, il va faire les roues à ergots. Au lieu d'être dentées, c'est avec des ergots. J'ai essayé de trouver une image pour montrer la différence entre les deux, je n'ai pas trouvé. Avant le montage, je vais réessayer d'en trouver une. Voilà, Leibniz, 1673, donc on progresse. Hein, et puis là, on est chez un mathématicien et philosophe allemand. Mais depuis l'Antiquité, ils étaient mathématiciens et philosophes. Et comme j'ai pour habitude de dire, c'est le jour où ils ont arrêté de dire d'être les deux en même temps que ça a dérapé et qu'ils ont commencé à dire des conneries. On ne parlera pas de Bernard-Henri Lévy ici, n'est-ce pas? On va faire 200 ans, un bond de 200 ans, et on va parler de la machine analytique de Charles Babbage, mathématicien et inventeur britannique, hein, voilà, qui vit de 1791 à 1871. Voilà, il arrive à faire un truc avec une unité de calcul, avec un espace mémoire pour stocker des données. Ouais, dans ce truc bizarre, il y a une espèce d'espace, d'un truc pour stocker des données. On commence à s'approcher de plus en plus sur du vrai concept de l'ordinateur. Bon, faute de moyens techniques et financiers, la machine n'a jamais été entièrement construite. Mais parce qu'à l'époque, mais comme maintenant, hein, regardez les problèmes qu'on a dans la recherche, si tu mets pas des thunes sur la table, c'est même pas une question de payer les chercheurs en fait. C'est juste que les chercheurs, ils ont besoin de thunes. Bon, alors effectivement, pour croûter un peu, mais pour faire leur truc de recherche, ils ont besoin de matos. Et déjà à l'époque, hein, tu vois, 1837, pardon, on avait déjà des problèmes de machin. Bon. Un tout petit peu en parallèle, nous allons parler d'Ada Lovelace, qui a vécu de 1815 à 1852, qui s'appelle Augusta Ada King, comtesse de Lovelace, qui elle est la première programmeuse, puisqu'elle a travaillé avec Charles Babbage, et elle a mis au point, en fait c'est elle qui est à l'origine de l'algorithmique. En gros, hein. Elle écrit en 1843 des algorithmes destinés à être exécutés par la machine de Babbage, ce qui fait d'elle la première programmeuse au monde.
Alors là aussi, hein, c'est à relativiser, mais pour l'époque, c'était énorme, c'était colossal. Nous allons ouvrir un deuxième chapitre parce que l'ère de l'électricité et des ordinateurs primitifs arrive. Et nous allons parler d'Alan Turing et de la machine universelle parce que là, autant tout ce que j'ai fait en amont, c'est pour dire voilà l'origine, vraiment la structure de base. C'est ça, on aurait pu s'en passer. Parler de l'informatique sans parler d'Alan Turing, voilà. Autant parler de cuisine et de pas parler du bouillon de poule, quoi. Ou du sel. C'est à peu près ça, quoi. Alan Turing, 1912-1954, mathématicien britannique, considéré comme le père de l'informatique théorique. Alors, il y a débat, parce que vous verrez après, je vais vous parler de von Neumann, il y en a qui sont pas d'accord. Bon. On entre dans des guerres de clochers, des guerres de chapelles, vraiment c'est stérile, je trouve. Il invente la machine universelle en 1936, mais surtout Alan Turing, grâce à une autre machine qui s'appelle, j'ai perdu mes notes et j'ai perdu le nom parce que je l'avais en tête, la machine bombe, voilà, c'est ça. Il va défoncer Enigma. Il y a eu un film là-dessus où où Alan Turing est joué par Cumberbatch, qui est fantastique, un film de 2015 qui s'appelle Imitation Game. Et je sais pas pourquoi, dans ma tête, l'année dernière, ou il y a 2 ans, il y a eu un autre film, justement, plus orienté sur le Enigma que sur Alan Turing. Impossible de me rappeler du titre. Je sais que je l'ai vu, parce que je vais très souvent au cinéma. Impossible de me rappeler du titre, si quelqu'un s'en rappelle. Et je sais plus qui jouait dedans. Mais justement, contrairement à Imitation Game, l'histoire du film est basée sur Enigma, sur le fait de défoncer Enigma, pas sur Alan Turing en lui-même. Bon voilà, Alan Turing, donc c'est vraiment l'histoire de l'informatique, là. Boum. Euh, Dans les mêmes temps, nous avons Konrad Zuse, qui en 1941 va faire le Z3. Donc ingénieur allemand en 41, je vous laisse deviner de quel côté il joue. Hein. Mais dans les recherches, je me suis laissé dire qu'il a joué de ce côté-là, mais un peu genre tu vas y jouer parce qu'autrement tu vas prendre cher. Genre, il voulait pas tellement. Mais bon, parce qu'il y en a, hein. Faut pas l'oublier. Hein. Il y a des chercheurs, des scientifiques, des machins, des gens qui ont été obligés, qui ont vraiment pas eu le choix. Donc, le plan, t'as toujours le choix. Quand ta vie est en jeu, hein, faut relativiser. Alors, le Z3, j'ai pas trouvé d'image de ce truc-là. Parce que quand tu tapes Z3 dans Google, ça a du mal. Mais c'est considéré comme le premier ordinateur programmable et entièrement fonctionnel au monde. Alors que le truc de Turing, il fallait quand même être un ingénieur pour tripoter avec. Hein. Zuse a également conçu un langage de programmation précurseur appelé plan calcul. Alors je comprends pas tout ce que je dis en allemand, mais j'ai la particularité de savoir le lire correctement. Je comprends rien de ce que je lis, mais quand je le lis, un allemand me comprend très bien. Parce que les coups des umlaut, des machins, des trucs, le Zuse, je vous l'écris, vous voyez, faut savoir que ça se dit Zuse. On n'aurait pas envie de le lire comme ça en tant que français. Bon voilà, je sais de partie, moi j'aime bien l'allemand, j'aime bien la sonorité. Ne nous perdons pas en conjecture. De quoi on parle ENIAC. Alors l'ENIAC, c'est le Electronic Numerical Integrator and Computer. D'accord. Ça fait 30 mètres de long et ça pèse 30 tonnes. Bon, sur l'image, on voit pas la totalité du truc. Hein. C'est gigantesque le truc. L'avancée de ce truc-là par rapport aux machines qui avaient déjà été conçues préalablement, c'est qu'au lieu d'utiliser des relais électromécaniques, comme la machine de Turing par exemple, ça va utiliser des tubes à vide. C'est des tubes où il y a du vide, en fait. Mais quand on dit du vide, ils ont fait le vide d'air dedans pour les conductions électriques, les machins. On va pas rentrer dans trop de détails, s'il vous plaît. J'ai fait exprès parce que sinon, la vidéo va durer 3 heures, comme diraient les autres. Déjà qu'elle va durer un peu plus que d'habitude, donc hein, on rentre pas dans les détails. L'ENIAC, ah oui, qui est derrière? Parce que alors l'ENIAC c'est fait en 1945 et c'est fait par John Presper Eckert et John Moshley. Ouais, Moshley, je sais pas. Bon, voilà, l'ENIAC, on avance. Euh, Forcément, à partir du moment où on a ce genre de bécane qui débarque, il va falloir commencer à mettre des langages dedans. Nous avons, alors pas le tout premier, parce que les tout premiers c'était des langages complètement obscurs, dans des trucs bizarres, mais le premier langage un peu connu, le Fortran, qui arrive en 1957, qui est créé par John Backus chez IBM, le Fortran pour Formula Translating. Premier langage de programmation à haut niveau. C'est-à-dire que, en fait, on arrive à un niveau d'abstraction. Dans le Fortran, on commence à avoir une grammaire.
Vraiment, parce que c'est un langage, hein, donc c'est un peu comme une langue, hein, la programmation, le langage informatique, c'est un peu comme une langue, il y a une grammaire dedans. Dans le Fortran, on commence à avoir une grammaire qui apparaît, vraiment avec des structures, avec des mots, avec des choses comme ça. Alors que les langages d'avant, c'est plus de la formule qu'autre chose. Ouais, 2 ans plus tard, nous avons une petite pépette. Parce que, alors sans faire de féminisme, parce que vous connaissez la boutique, mais pour une fois qu'on peut mettre une femme à l'honneur dans un métier d'homme, parce que pour y être depuis 30 ans dans l'informatique, je peux vous assurer que c'est un métier qui est très misogyne, vraiment. C'est pas une vue de l'esprit, vraiment. Moi, alors, je me suis jamais élevé contre, j'ai jamais fait un combat, j'ai jamais fait ça, mais il y a des moments où ouais, je reprenais certains de mes collègues en disant ferme un peu ta gueule, quoi. Parce qu'il y a des nanas qui débarquent et qu'on s'appelle plus long que toi. Donc voilà, de temps en temps, ça m'est arrivé de faire ça. Mais voilà, faut savoir, l'informatique, le milieu informatique, encore maintenant, est un milieu assez misogyne. C'est pas génial. Et donc Grace Hopper, sur demande du Pentagone, parce que les militaires sont souvent derrière les bons coups, a fait le COBOL, le Common Business Oriented Language. Aujourd'hui, un mec qui maîtrise le COBOL, ça vaut minimum 5000 balles par mois. Ou alors il sait vraiment pas se vendre. Parce que le COBOL est encore... alors, parce que le COBOL a été fait par le Pentagone, mais le langage est vraiment fait pour les principes administratifs, les entreprises. C'est parce qu'il fallait gérer toute la partie comptabilité, la paye des soldats, des machins, pour le ministère de la Défense. Donc forcément, les assurances et les banques se servent énormément du COBOL. Aujourd'hui, un COBOListe, puisque ça s'appelle comme ça, un COBOListe, ça vaut au moins 5000 balles par mois sur le marché. Et il faut se dépêcher parce que toutes les assurances et les banques sont en train de transférer tout ça vers du Java en général. On va pas trop se lancer dans tous les langages parce que c'est pas utile. Puis il faut commencer à être connaisseur. Si je vous fais l'anecdote du ah, le mec a fait le Java, c'est un mec qui a la grosse tête parce qu'il a réinventé le C et ça s'appelle comme ça parce qu'il buvait beaucoup de café. Ouais, on s'en fout. Il y a que les informaticiens qui peuvent comprendre ce que je viens de dire. Donc on va pas rentrer dans ce genre de détails non plus. Par contre, on va parler des bases de la cybernétique qui arrive justement dans les années 40-50 avec Norbert Wiener. Ouais, Wiener parce que c'est un américain. Alors qui doit être d'origine allemande, mais donc lui, Norbert, 1894-1964, il développe le concept de cybernétique, c'est-à-dire l'étude des systèmes de communication et de contrôle chez les machines et les êtres vivants. Le mec, il commence à vouloir mixer les deux. C'est le maître à penser, le tout premier maître à penser d'un mec comme Elon Musk, avec son Starlink, par exemple. Hein, ce domaine influence fortement l'informatique et les débuts de l'intelligence artificielle. Plus important que de vous raconter l'histoire de Java, de vous dire ça, par exemple. Et donc, comme j'en parlais tout à l'heure, mais parce que dans la construction, von Neumann est arrivé un petit peu plus tard. Von Neumann, architecte, et l'architecture des ordinateurs modernes en 1945. Donc lui, il est né en 1903, mort en 1957. C'est un mathématicien hongro-américain. Encore une fois, pendant la guerre, il s'est barré. Donc il est célèbre pour ses constructions mathématiques, ses contributions mathématiques, physiques et informatiques. C'est vraiment le truc, c'est justement, il est à peu près au même niveau que Turing, mais en même temps, ils sont concurrents parce qu'ils ont développé des trucs sans vraiment travailler ensemble. Il définit 3 composants essentiels, l'unité de traitement, le fameux processeur, la mémoire, machin, et les dispositifs ou périphériques d'entrée-sortie. C'est vraiment lui qui fait l'architecture de l'ordinateur, alors qu'un truc comme Bomb ou comme la machine universelle de Turing n'a pas ces 3 éléments-là. Ils sont complètement mixés. Lui, il en fait vraiment 3 machins. Et von Neumann fait un truc qui s'appelle l'EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Voilà, c'est pas mal. Et c'est, voilà, contrairement à l'ENIAC, il utilise un programme stocké en mémoire selon l'architecture proposée par von Neumann. Donc von Neumann, Turing, von Neumann, ils ont bossé en fait sur des systèmes complètement différents. Ils n'ont jamais eu la bonne idée de bosser ensemble. Et ça, le mixage de leur travail a fini par faire l'informatique moderne. Informatique moderne qu'on va attaquer dans ce 3e chapitre, puisque là on arrive sur la révolution des semi-conducteurs et des microprocesseurs. L'invention du transistor, c'est 1947. J'ai trouvé une image, alors, on voit pas bien, c'est l'image du tout premier transistor, puis à côté c'est les images de tous des types de transistors qui existent. John Bardeen, Walter Brattain et William Shockley, chercheurs au Bell Labs. Bell, la boîte de télécom, enfin comme Graham Bell quoi. Voilà, le transistor va remplacer le tube à vide, apportant des avantages considérables, plus petit, plus rapide, moins énergivore et plus fiable. C'est ça qui va permettre d'accélérer le calcul. Reconnaissance, les inventeurs, les 3 que j'ai cités, reçoivent le prix Nobel de physique en 56, quand même. Un peu plus tard, en 1958, on a l'apparition du circuit intégré.
L'illustration, c'est pas le premier. Non, mais un circuit intégré, ça ressemble à ça. Alors ça, c'est un vieux truc, mais c'est pas le premier, parce que je n'ai pas réussi à trouver l'image réelle du premier circuit intégré. C'est fait par deux gars qui travaillent pas dans la même boîte, mais presque, puisque Jack Kilby travaille chez Texas Instruments. Alors ça dit rien aux plus jeunes, je pense. Mais les gens de ma génération, vous devez vous rappeler au collège ou au lycée les clubs de maths ou les clubs de programmation qu'avaient les TI 99 ou les TI 97 qu'on pouvait programmer et faire des jeux avec. Les calculatrices scientifiques, il y avait plein de boutons dessus. Ben, on pouvait faire des programmes dedans. C'était du Texas Instruments, c'était le leader à l'époque, il y a 30 ans, c'était le leader. Donc Jack Kilby chez Texas Instruments et Norbert Noyce chez Fairchild Semiconductor. Eux, ils ont bossé ensemble, mais parce que les deux boîtes ont fait un accord de je sais plus quoi. Et en 58, ils ont pondu ce système de circuit intégré qui va booster le truc, quoi. En fait, le circuit intégré il est dit intégré parce qu'il intègre un paquet de transistors les uns derrière les autres, mais tout miniaturisé. Puis, bien entendu, à partir du moment où on a fait un circuit intégré un peu plus tard en 71, on va faire le microprocesseur. Alors, l'image que je vous mets, il y a marqué, je l'ai trouvé avec la date dessus. Je crois que c'est bien la tête, enfin c'est pas la tête justement. Là c'est le truc qu'on branche sur la carte mère. Vous voyez le dessous en fait le truc. Et je crois bien que c'est la photo du premier. Pas très sûr. Je veux pas m'avancer, voilà. Je sais pas trop parce que je suis pas sûr de la source de l'image. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que ça a été inventé en novembre 1971 par Federico Faggin chez Intel, puisque Intel à cette époque-là existait déjà. C'est le produit, c'est le Intel 4004. 4004, hein, qui est commercialisé. Alors, qu'est-ce qu'il a comme caractère? Lui, alors il travaille en 4 bits. Ah, mais là, il faudrait que je vous explique les noms d'informaticiens, il faut que je vous explique les architectures. Il travaille en 4 bits, ça veut dire qu'il peut envoyer 4 impulsions par 4 impulsions. Aujourd'hui, les architectures sont 64 bits. Voilà. Le microprocesseur contient 2300 transistors et travaille à une fréquence de 740 kHz. Aujourd'hui, le nombre de transistors qu'il y a dans nos processeurs actuels, j'en sais rien, mais c'est des millions. Quant à la fréquence, c'est pas des kilohertz, c'est des gigahertz. C'est-à-dire qu'on a fait kilo, méga, giga, d'accord? On a multiplié par plus d'un million, voire même peut-être 10 millions. Et là, là, grâce à ça, c'est l'impact, ça marque le début de l'informatique personnelle. Le personal computer, le PC. Oui, parce que l'autre, c'est pas. Oh, tiens, on va parler de cela, justement. L'émergence des ordinateurs personnels, années 70-80. Clic. Vous avez vu les deux têtes d'ampoule, là, je vous les mets au moment où ils ont créé, puis à des photos plus récentes. Enfin, plus récentes. Non, parce que malheureusement, Steve Jobs, ça fait déjà un petit moment qu'il est mort, donc elle n'est pas si récente que ça, la photo. Création d'Apple. Hein, Steve Jobs et Steve Wozniak, les deux Steve. IBM en 81 va aussi sortir son truc. Voilà, en gros, c'est les deux leaders, hein, Apple et IBM, c'est les deux leaders de l'informatique personnelle, du personal computer. Qu'est-ce qu'on a? En 65, un peu avant ça, on a la loi de Moore qui arrive, avec Gordon Moore, qui est cofondateur d'Intel, qui va permettre justement de développer ça, mais lui, avec la fameuse Moore, avec sa loi de Moore, il va travailler sur toute l'algorithmique qui va être en dessous. Et donc, il va permettre, en fait, d'intégrer à peu près le double des circuits intégrés dans les microprocesseurs. Puis le chapitre 4, c'est l'ère de l'informatique moderne. Alors là, on arrive vraiment chez nous, parce que, alors ce premier point sur l'ARPANET, alors l'ARPANET c'est la création d'Internet, en gros. Ça commence en 1969. ARPANET c'est pour Advanced Research Projects Agency Network. C'est financé par le département de la défense des États-Unis, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les militaires sont toujours dans les bons coups. Le premier message est transmis le 29 octobre 69. Bon, voilà. Le coup du World Wide Web, du TCP/IP, du machin, tout ça, parce que je vous prévois un autre sujet sur l'histoire et le détail d'Internet. Donc j'en dis pas plus sur l'ARPANET pour ça. Si on reste dans l'informatique, il y a un moment, il faut parler des systèmes d'exploitation modernes, avec l'Unix qui arrive dans les années 70. Un truc, bon, c'était velu. C'est fait par Ken Thompson et Dennis Ritchie, chez Bell Labs, encore eux. Aujourd'hui, l'Unix, bon alors déjà il y a Linus Torvald qui a volé un noyau Unix et qui a fait Linux, j'en parle un petit peu plus tard, et ça équipe aussi le macOS. Bon. En 85, on a Bilou qui nous sort Windows.
Hein. Alors, il a sorti le dos un peu avant pour IBM. Il a fait l'arnaque de contrat parce que, contrairement à Steve Jobs, Bilou, c'est pas un génie. Enfin, si, c'est un génie de l'arnaque et de je t'embrouille. Mais techniquement, Bilou, il tient pas la route. On peut l'étaler un peu comme on veut. Il sait de quoi il parle, hein, il a programmé dans sa vie. Hein. Mais bon, c'est pas Steve Jobs qui a vraiment démarré dans son. Et puis je l'aime pas, vous l'aurez compris. Voilà. Le truc, c'est que Windows marque la première interface graphique. C'est la popularisation de l'interface graphique. Vraiment. Avec la souris, avec le machin, avec tout ça. Et puis en 91, on a Linux avec Linus Torvalds. Alors tout le monde le porte au nu parce qu'il a machin, blablabla. Il a pompé un noyau Unix, il a changé 4 conneries dedans, il a fait regardez, je vous l'offre. Ouais, mais c'était déjà gratuit. Linus, arrête de coller un pingouin sur le truc pour nous faire croire que t'as inventé quelque chose. T'as rien inventé, Linus. Rien. Ce truc, c'est qu'il a eu le génie de faire un coup de marketing. Et puis, bien entendu, 2000-2010, c'est la révolution de l'informatique mobile avec les smartphones, bon, l'iPhone en tête, mais Android, enfin Google avec Android. Et là, on commence à rentrer dans l'informatique baston, dans l'informatique je fais mieux que toi, dans l'informatique c'est moi qui a la plus grosse. Bon, commencez à connaître parce que 2000-2010, il n'y a pas si longtemps que ça. À partir de 2010, on a le boom de l'intelligence artificielle avec d'abord l'essor du machine learning, ce qui n'est pas vraiment de l'IA, c'est vraiment le machine learning, c'est le principe de donner des modèles à la machine pour qu'elle apprenne elle-même à aller plus vite ou à aller plus loin. Puis, plus récemment, à partir de 2018, les fameux modèles transformers, les GPT, avec le chat GPT. Hein, sur l'autre chaîne, il y a le félin GPT que j'utilise beaucoup. L'impact, ben, c'est que ça change la manière de concevoir l'interaction entre l'homme et la machine, tout simplement. Chose que j'ai pas réussi à mettre au bon endroit parce qu'en parallèle de tout ça, nous avons quand même les supercalculateurs. L'image que je vous mets là, c'est celle de Fugaku, un supercalculateur du Japon. Il faut savoir que le truc que vous voyez là, les espèces d'armoires, ça fait 2 mètres de haut. Hein. Ça fait 2 mètres de haut par 80. Ah merde, j'ai plus la norme, 93 cm de large. C'est normalisé en fait. Donc c'est des gros pavés. Et ça, en fait, ce truc-là, c'est un supercalculateur. Ça, c'est juste un ordinateur. Et vous pouvez même pas jouer à Tetris dessus. Non, il sait pas faire. Il sait calculer. C'est tout. Voilà en gros, de manière académique, l'histoire de l'informatique, que j'ai volontairement voulu ne pas rentrer dans plein de détails parce que, si vous regardez bien, on en a déjà 25 minutes et je vous ai pas fait les anecdotes. Alors oui, je parle lentement, je fais quelques digressions, mais bon, c'est comme ça, c'est Ablanor. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai que 20 vues par vidéo. C'est triste, hein. On parle des anecdotes, des trucs marrants. La panne du premier bug informatique en 1947. Hein, la panne, pourquoi ça s'appelle un bug, hein? Bah, tout simplement parce qu'il y avait un insecte mort dedans. Un papillon, en fait. Enfin, un papillon, une mythe. Ouais, je sais pas, les mythes, c'est des papillons? Bon. Voilà, un papillon de nuit, une mythe, coincé dans un relais du calculateur Mark II à l'université d'Harvard. Voilà, 9 septembre 47. First actual cause of bug being found. Voilà le message qui avait été lancé, d'où le mot bug. Comment ça s'appelle? Le clin d'œil, c'est que le papillon scotché dans le journal est aujourd'hui exposé au Smithsonian Institution. Le Smithsonian, il est à New York, je crois. On peut aller le voir. Qu'est-ce que je peux vous dire? L'origine du terme ordinateur, 1955. En France, IBM cherchait un mot pour traduire computer. L'idée est proposée par Jacques Perret, un professeur de philologie. Faut le faire, non? Ordinateur évoque un objet qui met de l'ordre, tout simplement. Voilà l'origine du mot ordinateur en France. Voilà, c'est un des rares termes français, sinon c'est vrai qu'on utilise beaucoup d'anglicismes dès qu'on parle d'informatique, et je vous avoue qu'à titre personnel, quand on commence à dire non, non, mais il faut dire courriel et pas mail et machin, non, non, ça j'ai pas envie. Je veux bien défendre la langue française, mais il y a un moment où l'informatique c'est un truc où on a toujours parlé anglais dedans. Donc faut arrêter de vouloir franciser un maximum, ou faut arrêter de vouloir franciser tous les termes. Il y en a quelques-uns qu'il va falloir accepter de les garder dans leur langue d'origine. Comme pas mal de mots qu'on a quand même dans notre langage usuel. Hein. Parce que si on veut lutter contre les anglicismes, on arrête de parler de parking et de week-end. Hein. Hein, ben, rigolez, tiens. Mettez-vous à parler et ne plus jamais utiliser le mot parking et le mot week-end. Vous allez voir. Vous allez voir comme c'est drôle. En 1981, nous avons un disque dur qui a été transporté par camion. Oui, on est en 81 quand même.
Lors du lancement de leur premier disque dur de 1 giga, IBM avait besoin d'un camion pour le transporter, parce que le machin faisait 250 kilos et 300 000 $. Aujourd'hui, une clé USB d'1 Tera tient dans la poche et coûte à peine 30 euros. Voilà, 81, 2024. Un étudiant qui pirate la NASA et demande un job. En 89, Jonathan James, un adolescent américain, pirate des systèmes du ministère de la Défense et de la NASA. Il parvient à voler des logiciels pour une valeur d'1,7 million de dollars. Et lorsqu'il est arrêté, il déclare qu'il voulait simplement tester ses compétences et espérer se faire recruter. C'est couillon parce qu'aujourd'hui ça marche bien ce genre de choses. Je lui dis non, il s'est pas fait prison. Alors, l'énigme des disquettes de Windows 95 pour les plus anciens. Alors oui, pour les plus anciens, il fut un temps où l'OS c'était sur des disquettes. Et on enfournait les disquettes les unes derrière les autres pour installer l'OS. Installation de Windows 95, c'était 13 disquettes. Si l'une d'elles était défectueuse, il fallait tout recommencer. Les premières blagues sur l'informatique sont nées de ce genre d'expérience frustrante. Ouais, c'était pas drôle. Hein. Ben, j'ai survécu, moi, à ça. Puis c'était pas si mal que ça, Windows 95. Le bug de l'an 2000. Dans les années 90, les informaticiens réalisent que les systèmes informatiques utilisent seulement 2 chiffres pour représenter les années. Exemple, 99 pour dire 1999. Mais en 2000, comment on va faire? Conséquence redoutée, des millions de systèmes risquaient de planter. Impact, une mobilisation mondiale évite le chaos. Je sais, j'y ai participé. Alors, eux, voilà, les sources que j'ai trouvées, ils disent que ça a coûté 500 milliards de dollars au niveau mondial. Moi, je dis qu'ils sont en dessous de la vérité, ça a dû coûter plus. D'accord. Finalement, ironie, hein, très peu de bugs sérieux ont eu lieu. Alors, pour avoir participé à ça, puisque j'y bossais, moi j'étais à la FNIM cette année-là. Le soir du Nouvel An, j'étais déçu. Même pas une petite coupure de courant, rien. Je sais pas, les mecs d'EDF, ils auraient pu faire la blague, genre clic-clac. Rien, il s'est rien passé en fait. Alors, pour ceux qui captent pas bien, peut-être, je sais pas, les plus jeunes ou les plus vieux qui sont moins techniques ou les gens qui n'arrivent pas à comprendre, à l'époque, on stockait les années sur 2 chiffres. D'abord parce que faut se rappeler que ça commence en 1920, 30, 40, les premiers mecs qui réfléchissent à ça. Et surtout, on a un vrai problème de place pour stocker les. Parce qu'on est au caractère près. Donc, vu qu'on est en 1940, en 1950, on n'a pas une vision à 50 ans pour dire qu'il faut qu'on la stocke sur 4 chiffres, parce qu'un jour, on va passer en l'an 2000. En 1950, on pense pas à ça. On se dit, si je peux stocker que 2 au lieu de 4, je gagne 2 chiffres sur chaque date. Et donc, je gratte de la place. Voilà d'où vient le truc. L'ordinateur qui a failli déclencher une guerre nucléaire. Donc on n'est pas dans le film Wargame, même si effectivement le film Wargame se base sur ce fait réel, parce que, quoique non, je dis une connerie, parce que Wargame il date d'avant 83. Ah, je sais plus, tiens. Mais il y a Astronogeek en a fait une vidéo de ce truc-là il y a quelques années. Il y a un ordinateur soviétique qui a détecté des missiles nucléaires américains en route vers l'URSS, sauf que c'était faux. C'était dans le protocole, dans le système, il y a un truc qui déconnait, il y avait un bug informatique. Et ben le gars, Stanislav Petrov, il a dit non, 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 on tire pas, on riposte pas. Il a dit non, c'est pas vrai, c'est une connerie. L'ordinateur, et le mec qui était au fond du trou, dans un bunker, machin, il a dit non, 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 non. Jusqu'au bout, il a tenu, il a dit c'est une connerie, l'ordinateur nous raconte n'importe quoi. Et effectivement, c'était une connerie, puisque c'était l'ordinateur, enfin les radars qui étaient au-dessus, avaient détecté une anomalie atmosphérique. Si j'y pense, je vous retrouve le lien vers la vidéo d'Astronogeek qui raconte ce truc. On est passé à ça. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai comme anecdote encore? Le test infini de Microsoft dans les années 90. Bon, la blague, c'est toujours sur le développement Microsoft avec les trucs qui sont censés marcher. Hein. Le développeur de Microsoft qui teste Word écrit pourquoi ce test ne finit jamais en boucle dans un document et le résultat, le programme plante. Bon, voilà, c'était la blague du machin parce que c'était censé s'arrêter à un moment, en fait. Le système était censé trouver qu'il y avait un problème dans le fait d'écrire ça. Ben, comme à peu près tout ce qui sort de chez Microsoft. Bon, je veux pas être méchant, hein, ça gagne. Je veux pas, voilà, je gagne ma vie avec les systèmes Microsoft, mais bon. Qu'est-ce qu'on a? Un joueur gagne à Tetris en plein parlement soviétique dans les années 80. Si, si. Alexei Pajitnov, l'inventeur de Tetris, développe son jeu en 1984 sur un ordinateur soviétique, le Electronica 60. Le jeu devient si addictif que même les fonctionnaires soviétiques le jouent durant les réunions parlementaires. Ouais.
Il y en a un qui gagne en pleine session. Ah ouais, j'ai gagné. Non, enfin, bon, moi ça me fait marrer ça. Tetris est l'un des premiers jeux vidéo à transcender la politique de la guerre froide, étant adopté aussi bien en URSS qu'aux États-Unis. Les deux petites dernières, parce que il commence à se faire tard, hein, c'est ça. Google et l'orthographe. Vous savez d'où vient le nom Google? Bon, la plupart d'entre vous vont me dire ouais, ouais. Ça vient d'un Google. Tiens, je vous l'écris là. Ça désigne un nombre colossal d'un 1 avec une centaine de zéros derrière. Alors une centaine, pas vraiment, 100 zéros derrière. D'accord. C'est un Google, c'est un truc, c'est un nombre qui fait une centaine de chiffres alignés les uns derrière les autres. C'est colossal, d'accord. Le fun fact, c'est que les créateurs voulaient utiliser Google, comme je l'ai écrit là, enfin comme sauf qu'ils se sont gourés. Non, c'est l'anecdote que j'ai trouvée, c'est vraiment. Les mecs se sont gourés, ils n'ont pas réussi à l'écrire comme ça. Donc ils l'ont écrit, tiens, là je vais le mettre là, comme ça. Ouais, voilà. Bon. Et pour conclure, mais j'aurais dû la mettre avant parce que celle-là, bon, elle est un petit peu plus orientée pour les techniques de. On a parlé un peu des langages et bon, même si vous n'êtes pas informaticien, vous avez peut-être entendu parler du fameux langage C. Mais pourquoi il s'appelle le langage C? Alors, ce langage a été inventé par Dennis Ritchie et Ken Thompson chez Bell Labs, encore eux. Sauf que avant le langage C, il y avait le langage B fait par Ken Thompson. Et le langage B, c'est une simplification du langage BCPL, le Basic Combined Programming Language, qui lui avait été développé au Royaume-Uni par Martin Richards en 66. Et donc du coup, très naturellement, pourquoi le C? Parce qu'il vient après B. Tout simplement, les mecs se sont pas emmerdés. Ils se dit ah on a pris machin le B là, là, là. Bah nous on fait le C alors parce qu'on a fait un autre langage, c'est le truc d'après. La fun fact, c'est qu'aujourd'hui, si on avait continué ce système de nommage des langages, on serait au moins à Z et on aurait peut-être déjà attaqué des AA ou AB ou AC. Tellement il y a eu de langages différents là-dessus. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que aujourd'hui, la quasi-totalité des ordinateurs, quel que soit leur système, qu'on parle d'un smartphone, d'un PC, d'un Mac, d'un Android, d'un Linux, d'un machin, ils comprennent à peu près tous les langages qui existent. Parce qu'il y a des émulations, des machins, des trucs. Voilà. Bon, copieux cet épisode, mais il y avait des choses à raconter parce que le sujet est copieux lui-même. Si vous êtes encore là, commentez PC, parce que c'est facile à faire. Deux lettres. Bon, l'emmerdement, c'est qu'elles sont assez écartées sur le clavier, donc. Mais voilà, faites avec ça. Et je vous ai dit, un de ces quatre, vous allez voir débarquer dans le sondage que je vais essayer de ne pas oublier de mettre ce soir. Faire un nœud à mon mouchoir. On fera un truc sur l'histoire d'Internet par elle-même, parce que là, sinon, là, on est déjà en plein débordement. Alors, allez, pas grand-chose de plus à en dire. Je vous aime tous, des bisous, et à la semaine prochaine.